45 ans déjà. Et puis, je vais essayer de faire rapide, mais un de mes grands défauts, c'est justement la synthèse. C'est pas grave, Faire vas-y, rapide. éclate-toi. Bon. N'hésite pas à parler un petit peu fort parce que peut-être tu sais Ouais. que... Donc il y a des années de ça, j'étais éducatrice. Alors je le précise parce que tout est lié, hein, toujours. Et donc j'avais une réflexion sur l'humain, la dimension sociale, etc., l'aide, l'entraide. Et puis toujours, depuis que j'étais enfant, je me suis intéressée à la nature, la compréhension des écosystèmes, avec des erreurs que j'ai faites et puis des réussites, mais toujours une démarche un peu expérimentale dans ce que je fais. Après tes erreurs. Bah, parfois oui, souvent j'espère. Hein. et puis il y a ça 8-9 ans, je me suis intéressée à la permaculture. Et là, j'y ai trouvé quelques outils vraiment efficaces pour cadrer ma pensée, pour pouvoir m'expliquer et puis élaborer l'approche que je dispense aujourd'hui, que j'ai appelée apiculture naturelle, mais je suis pas propriétaire du concept, hein, loin de là. Et puis voilà à peu près le parcours. Alors pourquoi pas une apiculture traditionnelle, parce que, alors pas traditionnelle d'ailleurs, le mot est, je me trompe, hein. Pourquoi pas une apiculture conventionnelle, c'est le mot qui convient. C'est parce que naïvement, je pensais que l'apiculture, avant que je commence, hein, avant que je sois plongée comme ça dans ce milieu, je pensais naïvement que c'était extrêmement écologique. Et puis, je me suis aperçue que non. Dans le milieu de l'apiculture en général. L'apiculture, ouais. C'était profondément artificiel. Tu te sentais pas à ta place. Pas du tout à ma place. Et puis surtout, je me suis interrogée sur... il y a sûrement d'autres choses à faire. Et l'idée maîtresse de cette apiculture, c'est que l'abeille a besoin de l'homme. Moi, je dirais l'inverse. Hein. C'est plus l'homme qui a besoin de l'abeille. Et puis, c'est dans son sauvage qu'on va trouver les réponses. Bon, ça, j'aurais peut-être l'occasion de développer. C'est-à-dire, c'est le côté naturel des choses qu'on trouve... dans sa dimension vraiment sauvage. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui a inspiré la formation, par exemple, que j'ai créée, j'ai appelée Initiation à l'apiculture naturelle. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur la dimension sauvage. Donc, comment, sans l'homme, l'abeille, depuis des milliers d'années, s'est-elle adaptée? Est-elle aussi performante? Et de quoi a-t-elle vraiment besoin pour continuer à prospérer? Et qu'est-ce que nous, hommes, avons mis en place qui a interféré ce parcours? Et comment les abeilles, elles, nous montrent autant de résilience et peuvent nous apprendre tellement de choses dès lors qu'on accepte de les regarder avec une neutralité profonde et sans penser qu'il y aura forcément à intervenir, nous humains. Donc c'est... on arrive un peu à la définition de l'apiculture naturelle, petit à petit. Oui, alors il n'y a pas de définition exhaustive. Hein. Non. Et puis là encore, du coup, ça a été créé par quelqu'un, non? Là, l'apiculture naturelle, ce mot-là, c'est quelqu'un. Alors l'apiculture naturelle, elle existe depuis toujours. Il n'y a pas de définition dans le dictionnaire. Non, tu ne vas pas en trouver. Mais si tu veux qu'on fasse une approche historique, elle a toujours existé dès lors que l'approche, en tout cas la pratique qu'avait l'homme sur l'abeille n'était pas invasive. Donc, par exemple, un exemple qui existe en France depuis des milliers d'années, ce sont les ruchetrons qu'on trouve, tu vois, Lozère, Cévennes, Ardèche et tout ça. Tu vois un peu. Donc ça, ce sont des ruchetrons en châtaignier qui sont coiffés de lauze et puis aussi sur les ruchers, les apiers, on peut poser plusieurs ruches en lauze. Et les lauses, par inertie, vont restituer la chaleur le soir quand la température descend. Le châtaignier, lui, qui a un fort tanin, va faire que nos abeilles vont être bien protégées et que cet arbre sera durable et même peu visité par les petits rongeurs, etc., du fait de son teneur en tanin, etc. Bref,
Mais pourquoi elle était pas mortifère, cette approche? C'est que des siècles déjà avant, on allait par le haut regarder des moments de mielée. Alors, j'imagine qu'il y avait différentes pratiques, mais en tout cas, on peut citer celle de la mielée de printemps, où donc on venait au printemps, à un moment où les abeilles auraient tout le temps de refaire ce qu'on allait leur prendre, ôter que la moitié de la couche supérieure de miel. Ce qui fait que l'année d'après, enfin, pas l'année d'après, mais toute la saison à venir, elles avaient le temps de garnir cette... C'était pas, comme tu dis, c'était pas invasif. Quoi. Donc on notait quoi, 3-4 kilos de miel, et tout le reste c'était pour les abeilles. Tout en respectant la biologie et l'extension du peuple, etc. Donc il n'y avait pas d'intervention organique, enfin désorganique, parce qu'aujourd'hui l'apiculture elle est mécaniste. Ça veut dire on a tous dans la tête, et ça c'est terrible pour moi, le schéma de la ruche à cadre avec ce cadre avec une cire gaufrée tirée jusqu'au bout en plus. Hein. J'expliquerai pourquoi pour moi c'est une aberration. Et puis on vient comme ça regarder à l'intérieur de la ruche pour aller trouver la reine. Alors on dit la reine, moi je dis la mère. Du coup déjà ça la stresse. Alors il y a une perte de chaleur qui est terrible. Hein. Il y a ça leur redonne du boulot. Au niveau, c'est 3 jours pour que les conditions d'homéostasie propres à la ruche soient identiques à celles qu'il y a eu avant l'ouverture. Ouais. Et puis pourquoi faire alors que toutes les réponses sont là par l'observation. Bon. Ça c'est un exemple, mais il y en aurait des centaines. Alors si tu voulais une définition de l'apiculture naturelle, voilà. Je dirais que c'est une approche globale, apicentrée, hein, c'est un peu un néologisme, c'est-à-dire vraiment centrée sur l'abeille, apicentrée. Et notre modèle référentiel, eh bien, c'est le vivant, l'abeille, la colonie d'abeilles et l'arbre creux. C'est ça qu'elle choisirait dans l'idéal, puisque l'abeille, on l'a oublié, elle est forestière. C'est vraiment copier son modèle de vie, comment elle se débrouille toute seule normalement dans la nature. Exactement. Essayer de se rapprocher de ça au maximum. C'est même se rapprocher quasiment de ça au maximum, parce qu'avec les ruches-troncs, c'est... Alors oui, moi je pratique la ruche-tronc, la ruche que je vanne moi-même, que je fabrique moi-même. Enfin, toutes les ruches, je les fabrique moi-même. La ruche varée, de la ruche horizontale. Et je ne fais pas l'apologie d'une ruche. Non, le modèle idéal, c'est l'arbre creux. Alors l'arbre creux vivant, hein, donc qui a été creusé par succession naturelle. L'idéal, ce serait de pouvoir aller soi-même chercher, savoir où sont les ruches, comme font dans les aborigènes ou je sais pas quoi, dans les forêts amazoniennes, ou ce qu'on peut voir les reportages. Alors, juste aller leur piquer un petit peu, ce serait ça l'idéal. Non, l'idéal, ce serait de pas leur piquer du tout. Ouais, du tout. Ok, d'accord. Non, parce que l'apiculture naturelle aussi, et justement, c'est bien dommage, c'est qu'il y a avant le mot apiculture. Je dirais que le plus important, c'est naturel. Alors pourquoi apiculture? Moi, ça me pose encore question, parce que je ne me sens pas apicultrice. Quoi. Si l'apiculture, c'est élever des abeilles, donc que l'homme élève des abeilles, je ne suis pas apicultrice. Parce que moi, ce sont mes abeilles qui élèvent leurs abeilles. En aucun cas, j'interviens là-dessus. Et puis, si apicultrice, c'est avoir un résultat de miel, je dirais que là non plus, je ne suis pas apicultrice. Puisque moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des abeilles résilientes, saines, et puis pérennes, et qui gagnent encore en résilience avec une sélection naturelle. Et puis si apicultrice, c'est faire la promotion de la culture de l'abeille, alors là oui, je suis apicultrice. Voilà, tu vois, il y a plein de façons de penser. Bon. Mais je ne sais pas si le mot qui me correspond existe. Je ne l'ai pas encore inventé en tout cas. D'accord. Ok. Voilà un peu ta définition de... Alors je sais pas, je me suis perdue un peu dans ce que j'ai expliqué. Je sais pas si j'ai fait une définition... Enfin, notre obligation de résultat, nous, c'est pas d'avoir du miel. Ouais, c'est d'accompagner les abeilles. Voilà. Et d'avoir une compréhension profonde et puis surtout une confiance profonde en elle et en la nature elle-même. Et ça veut dire aussi être capable de pointer, pardon, hein, mais ça aussi, ça vient de la permaculture, là où l'homme
à dégrader. Hein. Donc avoir une analyse fine de différentes strates. Dans un écosystème parfait, alors il peut y avoir l'homme, tant qu'il a trouvé l'harmonie. Parce qu'on fait partie de la biodiversité, nous aussi. Mais il y a tellement de déséquilibres majeurs qu'on a instaurés dans nos milieux. On est tellement déconnectés de la nature. On a tellement oublié que c'est aussi ça que m'apporte l'abeille, moi. C'est un guide. Justement, c'est une question que j'allais te poser. Justement, ça a changé quoi dans ta vie, cette relation avec les abeilles, de connaître vraiment comment elles fonctionnent, leur modèle social? Ça t'a apporté quelque chose, ça. Déjà, elles m'ont réparé un peu. Parce que j'étais éducatrice et je fais jamais les choses... en même temps, ça peut paraître prétentieux. Je me suis beaucoup investie dans mon travail et ça m'a abîmée. Ça m'a abîmée parce que je me suis vraiment donnée, peu importe. Et j'avais besoin de me réparer, de me restaurer, et il n'y a que la nature pour ça, en tout cas qui me parle. Ouais, je pense que c'est général. Et l'abeille, eh ben, elle m'a appris qu'on ne pouvait pas tricher. Quand j'ai découvert l'apiculture, alors d'abord, je m'y suis toujours très intéressée, mais d'abord, il fallait que j'ai un lieu qui convienne. Donc, il y a 8 ans, 8-9 ans, je suis venue habiter dans ce jardin, avec une famille qui a accepté mon projet, parce que ça se décide ensemble, hein, parce que y a quelques colonies quand même ici, et on vit tous ensemble. Ah voilà, oui, t'es potes les abeilles, là, explique. Et non, je sais plus où j'en étais, je t'expliquais quoi. T'expliquais que voilà, fallait trouver le lieu et tout. Voilà, ouais. Et je me suis... Il fallait être en accord avec la famille, quoi. Fallait que tu trouves d'accord avec la famille. Parfait. Sur le lieu. Et alors, je me suis un peu de la question, excuse-moi. Ouais. Après, je faudra couper là. Je te demandais tout simplement, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de connaître. Ah ouais, je te parlais que ça m'avait restauré. Ça y est, j'y suis. Pardon. Ouais, je te dis qu'il fallait pas tricher. Et donc, au travers de ces outils-là, alors, cet amour profond que j'ai de la nature, de la confiance que j'ai en la nature elle-même, mais cette espèce qui est l'abeille mellifère. Alors j'aime toute la vie, hein, toutes les espèces, toute la chaîne du vivant, hein, parce que tout est interrelié, tout est interdépendant. Après, toi t'es tombé sur l'abeille, mais on sait pas, c'est comme ça. Mais ouais, je suis tombée sur l'abeille, mais j'ai une passion pour plein d'autres choses. Hein, parce que même tes ancêtres, ils se sont même pas préoccupés de l'abeille, c'est vraiment toi personnellement. Ouais, alors c'est ça que j'allais dire. C'est pas de génération en génération. Pas du tout. Non, parce que je m'y suis intéressée, et puis un jour, au travers de mon boulot, j'ai rencontré quelqu'un, un apiculteur conventionnel, qui m'a fait un cadeau, qui m'a donné une ruche, avec une colonie qui venait d'essaimer et qui était dedans, donc une ruche conventionnelle, et j'ai dû lui rendre cette ruche, donc j'ai dû acheter la même, j'ai dû faire la manip, j'ai fait n'importe quoi, parce que je n'avais aucune pratique à l'époque, et puis aucune connaissance de l'abeille. Et alors j'ai suivi quelques cours conventionnels, etc. Et c'est là que je me suis aperçue de tout ce modèle artificiel et qui pour eux est une béquille dont ils ne pourraient plus se passer. Et ils ne pourraient plus imaginer que les abeilles dont ils s'occupent, on pourrait s'en occuper autrement, c'est-à-dire ne pas s'en occuper pratiquement, c'est-à-dire mais ne pas s'en occuper en conscience, c'est-à-dire savoir pourquoi ne pas intervenir et comment favoriser le bien-être. Donc repartir de ce que je te disais, le référentiel, l'élément originel qui est l'arbre creux dans son idéal, dans la verticalité, sur un petit volume intérieur, on est de 40-50 litres, quelque chose de confiné. Alors tu as la première peau qui est l'écorce de l'arbre qui va protéger, assurer la défense. Alors dans l'idéal, là encore, les abeilles auraient choisi un trou qui soit petit et très en hauteur. Ça c'est par rapport à son histoire et son histoire dans la prédation, hein, les ours, les hommes, les blaireaux. En Afrique, c'est encore très présent, le blaireau. Ah ouais? Ouais. Là aussi, on en voit un peu, mais moi, chaque fois que je les vois, ils sont sur la route couchée. Mince. Et puis, alors après, donc, une réflexion profonde sur comment l'abeille, dans tous ses savoir-faire, dans toutes ses compétences, dans son unité, elle a trouvé quasiment les réponses à
à la pérennité, quoi, à Et l'éternel. toi, du coup, ça, c'était un modèle pour toi, alors? Est-ce que c'est ça aussi que je veux en venir, c'est est-ce que vraiment leur modèle de vie, toi, tu l'as aussi, t'as copié certaines choses Dans ma vie à moi? dans ta vie à toi? Avec tes relations, parce que c'est Alors, je sais toute une pas si affaire j'ai... de relations. Je sais pas si j'ai copié des choses. En tout cas, oui, c'était le point là-dessus où j'ai dérapé au départ. C'est que elles m'ont montré qu'il y avait de l'espoir. Voilà, c'est ça. Okay. Toujours, cool. toujours. Et je dis, il y a un exemple, il y a un exemple de dingue en la vie. Parce que j'ai été aussi, tu vois, j'ai regardé ton témoignage avec Nicolas Pézeril. Il parle de souffrance et pas mal de fois. Bah, je me reconnais dans ce qu'il dit. Parce que quand la nature, c'est ma famille, quoi. Et je suis tellement agressée par les gestes qu'on a de maltraitance envers notre planète, bah que ouais, ça m'a vachement altérée, tu vois. Et ces abeilles, elles me tirent vers le haut, quoi. Il y a un message d'espoir qui est extraordinaire. Et je dirais que l'exemple le plus frappant, le plus important, enfin le plus démonstratif, hein, c'est celui de l'essaimage. Alors, l'essaimage, c'est un moment de reproduction des colonies d'abeilles. Alors, il s'explique par plusieurs facteurs. Mais c'est avant tout parce que l'abeille est connectée au vivant, à l'extérieur, de façon absolument parfaite. Donc, si elles essaiment, c'est-à-dire qu'une moitié de colonie part avec l'ancienne mère et quitte tout ce qu'elle avait fondé, tout ce qu'elle avait stocké, une grande partie de ses filles, de ses bébés en devenir, etc., futures ouvrières, je les appelais par plein de noms, eh bien, tout ce petit monde-là, qui est un monde parfait, sort avec la conviction profonde qu'ils vont pouvoir recréer une autre cité plus loin, parce qu'ils vont trouver dans la nature de quoi héberger, de quoi avoir la réponse à ce projet donc de nidification suivante, et que cette nature va aussi leur donner de quoi, dans la période à suivre, stocker de la nourriture, etc., pour en vue de la saison prochaine. Attends, je te coupe. Ouais. Et du coup, l'ancien essaim, il en reste toujours, il va toujours être en vie? Alors oui, c'est ça, cette idée de la pérennité. C'est-à-dire que la colonie, ouais, la colonie, c'est ça. La colonie, donc une colonie, c'est un ensemble d'abeilles qui ont construit leur nid à l'intérieur. Donc toutes les alvéoles qu'on voit ici. Hein. D'ailleurs, c'est un des piliers de l'apiculture naturelle. Hein, dans les laisser faire ce qu'elles savent, c'est notamment qu'elles construisent tout elles-mêmes, comme elles l'entendent. C'est fondamental. Et donc, oui, elles vont laisser, pour répondre à ta question, elles vont laisser à l'intérieur du nid, eh bien aussi des cellules royales dans lesquelles il y aura des futures mères, plusieurs, hein, parfois même un peu moins de deux dizaines. Enfin, ah oui, il reste peu importe, hein, tu vois, entre 8 et 20, ça dépend de la force de la colonie, puisque tout est équilibré. Il ne reste plus de vie en fait. Il ne reste plus vraiment de vie, il ne reste plus d'abeilles dedans. Il reste juste les. Ah si, il reste la moitié de la colonie. Ah, il reste quand même la moitié. Ouais. Okay. Plusieurs cellules royales, parce que il peut se passer différentes choses, donc pour que ce projet et que cette colonie source, enfin pas la source, celle qui existait puisse continuer d'exister, et celle qui est partie puisse continuer d'exister avec l'ancienne mère qui contient encore en elle suffisamment de potentiel de ponte, donc spermatozoïdes et ovocytes, pour assurer la nidification. Les deux, dans un milieu parfait, ne peuvent pas. Il ne peut pas y avoir d'entrave à cette vie. Bon, sauf qu'on sait que c'est pas la réalité, puisque aujourd'hui, des abeilles mellifères, il n'y en a pas partout, et heureusement, parce qu'avoir trop d'abeilles, ce serait pas une bonne idée non plus, pour le reste des insectes, et il faut que la ressource florale, etc., répondent à leurs besoins. Ça, c'est fondamental aussi dans l'approche de l'apiculture naturelle. En tout cas, c'est ça. Ce message d'espoir, il est dingue, quoi. On maltraite nos abeilles. Il y a des pesticides, on déforeste, on urbanise, etc., monoculture, pesticides. Et nos abeilles, elles y croient encore, quoi. Ça, c'est le message que. Ah, ça, c'est un message de dingue au niveau de l'espoir et de la vie.
et de la beauté de la vie, de la beauté de ce monde. C'est ce qu'elles peuvent nous apprendre. Oui, alors ça, puis plein d'autres choses. Ouais. Plein d'autres choses, parce qu'elles ont une... C'est sur le modèle social, il y a bien quelque chose, non, quand même. Il y a des centaines de choses. Bah, elles nous apprennent la coopération. On ne peut pas vivre... L'abeille est un insecte social, hein, donc par définition, jamais le peuple s'éteint complètement. Il se réduit à l'hiver, s'étend au printemps et un peu à l'été. Et donc il y a un groupe, il y a une unité. On parle de super-organisme en Angleterre, ils parlent même de one being, l'être abeille, tu vois. Donc c'est une colonie, c'est un individu avec un projet de vie, quoi. Ça peut paraître fou, mais c'est une réalité. Et oui, la coopération, ensemble elles vont garnir, fabriquer, par exemple, tout ce qu'on voit ici, toutes ces constructions. Et donc, dans le modèle originel, qui est celui de l'arbre creux, elles forment une boule. Les seins arrivent. Alors d'abord, elles se posent près de la ruche source. Puis elles dépêchent 5 à 10% de la population de l'essaim même en exploratrices. Et elles vont aller regarder avec un potentiel, une connaissance acquise, archaïque, ce qui va convenir le mieux à la nidification. Puis elles vont revenir comme ça, puis il va y avoir un débat. Elles se parlent entre elles et tout. Hein. Alors il y a une communication incroyable, hein, sous différentes formes, hein, qui est phéromonale, donc chimique, mais aussi comportementale. Et donc là, on va... Il y a encore plein de choses à apprendre de ça, justement. Il n'y a rien de... C'est tout neuf, quoi. C'est tout neuf, il y a quand même plusieurs dizaines d'années quand même qu'il y a des connaissances, normalement notamment avec Carl von Frisch, hein, qui a appris pas mal justement sur la communication comportementale, la danse en 8, tout ça. Ouais. Bon, et après on continue d'apprendre tout le temps. De toute façon, il faut se remettre en question. Hein. Si elle nous apprend aussi autre chose, c'est l'humilité, hein, l'abeille. Ouais, parce qu'on pense être tout pensant, et ça c'est terrible. Non, elle nous apprend ça. Et donc, je t'expliquais, je crois, l'essaimage. Donc, il y a une communication comportementale et chimique. Et puis, il va y avoir une danse en 8. Et puis, ensemble, il va y avoir une réflexion, mais avec toujours un but commun, hein, qui est celui du bien-être global de la colonie, de l'ensemble des êtres et des individus qui la composent. T'as vu ? Ouais. Une coqueline qui arrive. Et puis dès lors que la décision la plus sérieuse s'instaure, eh bien tout le monde part d'un coup. Et puis là, elles vont, dans l'idéal, regagner cet arbre creux. Encore faut-il qu'il y en ait encore. C'est à nous, hommes aussi, de